C'est parti. Bonsoir à tous. Bonsoir, cher Jacques Attali. Nous sommes très heureux de vous recevoir à nouveau pour un webinaire X Sursaut. Alors, on ne vous présente plus, vous avez tellement fait de choses dans votre vie et tellement écrit de livres que, je pense que la plupart d'entre nous vous connaissent déjà très bien. Et on est notamment intéressé par vous écouter ce soir pour un de vos derniers livres, Faire réussir la France, où vous proposez des solutions, et notamment des solutions qui ne reposent pas uniquement sur le nouveau président de la République, mais qui reposent aussi sur l'ensemble de la population, si j'ai bien lu votre ouvrage. Donc, cher monsieur Attali, c'est à vous pour une vingtaine, 15-20 minutes, pour un propos introductif, avant qu'on prenne quelques questions-réponses des participants. Et questions des participants et réponses de vous. Voilà, c'est à vous. Je vous remercie. En effet, j'ai pris l'habitude depuis plusieurs périodes électorales présidentielles de me désoler de ce que la campagne soit surtout une campagne de personnes et non pas une campagne d'idées, et de proposer à chaque fois des pistes de réflexion ou des programmes complets. Et depuis quelque temps, je l'ai fait d'une façon assez systématique en réunissant à chaque fois, dans l'année qui précède l'élection présidentielle, une trentaine ou une quarantaine de jeunes experts qui ensuite interrogent les personnalités importantes de la société française ou des experts de toute nature. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Il y a un an, réuni 30 jeunes très compétents dans leur domaine, des ingénieurs, des magistrats, des gens de toutes sortes. Et on a interrogé 400 personnalités dans la société française pour en sortir un programme. Mais comme vous avez à juste titre dit, c'est plus un programme pour la France que pour l'élection présidentielle. C'est-à-dire nous avons insisté sur tout ce qui nous paraissait nécessaire de faire, non seulement par un président de la République, qui de toute façon a beaucoup moins de pouvoir que n'en avait le président de la République il y a 40 ou 50 ans, mais tout ce qui doit être pris est reconnu comme important par la société dans son ensemble, pour qu'elle agisse dans son ensemble, pour transformer le pays dans son ensemble. Car rien ne se fera sans une Weltanschauung, dirait-on en allemand, c'est une vision du monde commune qui pourrait emporter le pays vers des actions importantes. Alors, le pays va mal, en particulier, comme l'ont montré les chiffres ce matin, du commerce extérieur, qui sont catastrophiques. Il va mal industriellement, il va mal socialement, il va mal dans sa conscience de son identité, dans la confusion des esprits qui amène à dire tout et n'importe quoi, dans le désordre des thèmes de campagne, si on sait qu'il y a des thèmes de campagne. À moins de 2 mois des élections, on se trouve sans véritable programme des candidats, sans candidats tous déclarés, et sans analyse de la situation de la société française qui soit ni partagée, ni même conflictuellement débattue. Comme si on avait conscience que cette élection était à la fois importante, mais ne résoudrait pas tout. Pour notre part, nous avons insisté sur plusieurs points. D'abord, sur les diagnostics. La société française va mal dans beaucoup de ses dimensions. Elle a besoin d'énormément de réformes, soit en effet des réformes institutionnelles, soit des réformes de priorité particulière qui pourraient être décidées ou proposées par le président de la République, comme le retour à un mandat de 7 ans ou d'autres formes de modalités électorales, ou comme la reconstitution en matière industrielle d'un vrai ministère de l'Industrie qui reprendrait les fonctions qui sont aujourd'hui à tort attribuées au ministère de l'Environnement en matière d'énergie, car donner l'énergie au ministère de l'Environnement, c'est rendre impossible une politique industrielle et c'est rendre très bancale une politique de l'environnement. Et beaucoup d'autres réformes qui dépendent de l'État, en particulier, par exemple, un des thèmes majeurs que nous avons retenu, c'est la politique de l'enfance. Nous avons remarqué que l'enfance était le grand oublié de la société française, à tous les sens, à la fois parce qu'on ne s'occupe pas des
des choses qui concernent l'enfance qui auront un impact dans 30 ans ou 40 ans. Ensuite, parce que l'enfance proprement dite est très peu traitée. Il y a peu de gens qui s'occupent de l'enfance en matière de santé, en matière scolaire, en matière de prévention, et en particulier pour les enfants fragiles. Les chiffres qui sont dans notre rapport, dans notre livre, montrent que la pauvreté, la fragilité de l'enfance est ahurissante en France, non seulement pour les enfants qui bénéficient de l'aide sociale à l'enfance, qui sont vraiment des parias dans la société française, mais plus généralement dans l'enfance, qui est la cause principale des inégalités dans notre société, des inégalités structurelles. D'ailleurs, des propositions qu'on fait non seulement pour la mise en place d'un code de l'enfance, mais la mise en place de toute une série de réformes qui vont de l'interdiction de l'usage des objets numériques jusqu'à 3 ans, jusqu'à beaucoup d'autres mesures qui sont dans ce livre. Un autre thème très important pour nous, c'est ce qu'on appelle l'économie de la vie. J'y avais consacré d'ailleurs un livre antérieurement à ce rapport. L'économie se divise pour moi en 2 catégories. L'économie qui produit ou utilise des instruments de mort, qui sont tout ce qui tourne autour de l'énergie fossile, des sucres artificiels et autres poisons de toute nature qui empoisonnent l'homme ou la nature. Et quand on regarde avec soin, l'économie de la mort, ça représente à peu près 60% du PIB, puisque c'est non seulement les énergies elles-mêmes, mais aussi toute l'industrie de la mobilité, du tourisme, de la chimie, de la mode, du tourisme et bien d'autres. Tandis que les industries de la vie, qui sont les industries de la santé, de l'éducation, de l'hygiène, du digital, de l'agriculture raisonnable, des énergies non polluantes, y compris le nucléaire, ne représente que 40% du PIB. Et toute notre proposition est de faire passer l'économie de la vie de 40% du PIB à 60% du PIB 15 ans par un effort véritablement de mobilisation de guerre pour aller vers la production de tout ce qui sera essentiel dans l'avenir en matière d'industrie de la santé, d'industrie de l'éducation, d'agriculture qui va devenir une forme d'industrie particulièrement importante, et tous les autres domaines que j'ai évoqués rapidement ici. Voilà en gros les thèmes principaux qui ont été traités, avec beaucoup d'autres qui sont dans ce livre, qui portent essentiellement autour du thème de la prévention. En matière de santé, par exemple, nous recommandons qu'il soit conseillé, sinon imposé à chacun, mais plutôt conseillé, car on ne peut pas l'imposer, de faire au moins 30 minutes de sport par jour à partir de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 100 ans, car c'est dans la prévention, et en particulier par le sport, que se situe l'essentiel de la santé. Nous proposons en matière scolaire différentes réformes. On a constaté qu'une des graves lacunes de la société française, qui nous met en recul par rapport à énormément d'autres pays, c'est le fait que les milieux défavorisés n'ont pas accès aux mêmes écoles primaires et maternelles que les autres. Et on a constaté que, contrairement à ce qu'on croit, mettre des enfants de milieux défavorisés dans les classes privilégiées, dans les écoles privilégiées, ne fait pas baisser le niveau de l'école privilégiée, au contraire. Alors que séparer ces 2 milieux, c'est la condamnation certaine d'une large partie de la population française à ne pas avoir accès aux meilleures études supérieures ensuite. Donc, nous proposons de mettre de façon obligatoire entre 20 et 30% de classes défavorisées dans toutes les écoles, quelles qu'elles soient, ce qui est le cas dans tous les pays où la réussite scolaire est avérée, comme en particulier la Finlande, la Suède, le Danemark, et même relativement à nous, l'Allemagne. Enfin, on constate un très grand nombre d'inégalités en matière de rémunération, en particulier des professeurs, des infirmières, sur lesquels on peut rattraper cela. Ce qui est possible
et notre programme a été étudié d'une façon financièrement équilibrée, puisque les dépenses qu'on propose sont très inférieures aux recettes qu'on obtiendrait par le nécessaire prolongation de l'âge de la retraite, qui de toute façon viendra avec l'augmentation de l'espérance de vie. Voilà, très rapidement, schématiquement dit, toutes ces réformes qui ne sont pas toutes, il y a à peu près 400 propositions dans le rapport, donc je ne peux pas toutes les détailler, mais je répondrai sûrement à propos de questions. C'est d'abord une prise de conscience, une mobilisation générale qui s'impose, et cette mobilisation, on est loin de l'avoir. Et cette mobilisation, elle est absolument vitale, et il faut absolument la faire, sinon on va nulle part. Voilà. Merci beaucoup pour ce propos introductif. Alors, il y a déjà une question dans le chat. L'abandon sans réserve de l'État-providence par les élites n'est-il pas la cause principale de la crise identitaire? Et alors, peut-être moi, je vais en rajouter une deuxième. Est-ce que, bon, vous avez dit que voilà, l'élection présidentielle, le pouvoir du président est plus limité qu'avant, mais est-ce que vous avez un commentaire ou quand même un espoir sur certaines propositions faites dans la campagne déjà, quelque chose qui vous fait réagir par rapport à la campagne on n'est qu'à 2 mois d'élection et peut-être déjà ça vous fait réagir, j'imagine. L'État-providence n'est pas du tout abandonné, au contraire, jamais on a été aussi généreux dans la dépense publique. Ce qui est abandonné, c'est la politique industrielle, c'est le long terme, c'est la prise de conscience de l'importance d'une action de l'État comme moteur de l'innovation, de la recherche, alors que l'État-providence proprement dit, au contraire, est très présent, et à juste titre d'ailleurs dans la période actuelle, ce qui fait que la France est relativement moins touchée en termes de pauvreté que le reste, même s'il y a 10 millions de Français qui sont encore en situation de pauvreté, dont une très grande partie sont des enfants. Dans la campagne actuelle, je n'ai pas vu surgir de propositions majeures qui m'a enthousiasmé de la part de personne. Je trouve qu'il y a dans certains programmes, mais je ne vais pas mettre des notes, il y a certains candidats qui ont sorti des programmes, j'ai trouvé des choses très intéressantes dans à peu près tous les programmes, mais il n'y a pas de cohérence d'ensemble. Pour moi, la clé absolue, c'est dans la politique de l'enfance, y compris l'éducation. Et cette politique de l'éducation est, à mon avis, la clé de tout. Okay. Et en commençant très tôt. Très bien, merci. Alors justement, 2 questions, dont une qui rebondit à ce que vous venez de dire. Il n'y a pas de démocratie sans éducation, sans information. Certains candidats parlent d'éducation, mais que peut-on faire pour améliorer la qualité des journalistes et de l'information qui ne veut pas se résumer à des petites phrases? Première question. Deuxième question, quelle est votre proposition concernant la filière nucléaire à l'horizon 2050? Sur le nucléaire, on est très ferme, il faut continuer le nucléaire. Il n'y a pas d'autre solution que de continuer le nucléaire d'une façon très, très ferme et très active, de façon à créer les conditions d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2, tout en sachant qu'évidemment l'essentiel se joue ailleurs qu'en France, bien sûr. Mais le nucléaire fait partie de l'économie de la vie tel que nous le concevons. Sur les médias, est-ce que c'est la faute des journalistes? J'en sais rien, je ne saurais pas dire cela. Il y a de très bons journalistes, et les journalistes aussi font ce qu'ils peuvent pour avoir le maximum d'audience. Après tout, c'est aussi de la faute des auditeurs s'ils écoutent telle radio plutôt que telle autre. Si tout le monde écoutait France Culture ou Radio Classique le matin, on aurait peut-être un regard plus profond et plus apaisé sur la société française qu'en écoutant certaines autres. C'est pas de la faute l'offre est très vaste et elle n'est pas et malheureusement nous sommes une société de spectacle et c'est ainsi, et c'est contre cela qu'il faut lutter. Pour lutter contre cela, je crois qu'il faut véritablement enseigner la différence entre un fait
une opinion et une croyance, qui sont trois choses différentes et qu'on n'enseigne pas aussi systématiquement, ce serait nécessaire. Et en effet, parfois, dans les médias, on ne voit pas cette distinction faite aussi clairement qu'elle devrait l'être. Mais je crois que la responsabilité est multiple. Elle est dans les institutions qui ont, en raccourcissant le mandat du président à 5 ans et en réduisant considérablement ses fonctions, son pouvoir, en décentralisant le pays d'une façon un peu anarchique, ont vidé le pouvoir central de toute responsabilité, en particulier en politique industrielle, et rendent à peu près vain, pour l'instant, toute tentative d'une politique durable. Pour autant, ce serait possible. On pourrait imaginer que la BPI s'appelle la Banque de l'économie de la vie, ce qu'on propose dans notre rapport. On pourrait imaginer une vraie programmation en matière d'éducation durable et une vraie programmation de la recherche autour de ces secteurs, une vraie réorientation des autres secteurs qui ne sont pas faits. Mais ça suppose une économie de guerre et une vraie mobilisation qui suppose, et c'est peut-être un des grands problèmes de la France, une conscience du manque. Au fond, quand on regarde l'histoire, les peuples qui réussissent le mieux sont ceux qui ont eu peur, qui ont eu conscience du risque de disparaître. La France a un tel sentiment d'abondance, de richesse, on s'en sortira toujours, qu'elle n'a pas cette conscience du manque. Et quand elle a la conscience du manque, elle est plutôt dans une conscience nostalgique de « c'était mieux avant ». Et ce « c'était mieux avant » nous amène non pas à vouloir réagir, elle nous amène plutôt à vouloir revenir au passé, ce qui est un peu désastreux. Merci. Alors, je vais passer à des batchs de 3 questions, s'il y en a beaucoup. Alors, pour continuer sur le nucléaire, quelles sont vos propositions pour tenir nos engagements climatiques? Deuxième question de ce batch. Y a-t-il, selon vous, un rôle politique de l'entreprise, mais au-delà de son objet économique, pour servir le bien commun et la société? Et troisième question de ce batch. Vous avez dit que le président a beaucoup moins de pouvoir qu'il y a 30 ou 40 ans. Comment jugez-vous les institutions de la Ve République? Avez-vous des propositions dans ce domaine? Alors, sur le nucléaire, j'ai dit que nous proposons le maintien et la prolongation, avec évidemment la nécessité d'avancer vers les énergies renouvelables d'une façon systématique et à aller vers une politique européenne du prix du carbone pour aller assez vite, autour de 70, 80, même 100 euros la tonne, qui me paraît être nécessaire. Pour le reste, il y a beaucoup de propositions de détails dans le rapport, je vous y renvoie. Pour la deuxième question, c'est les institutions, c'est ça? Oui, il y avait des institutions, oui. Sur les institutions, nous proposons assez clairement de créer les conditions je l'ai dit, d'un retour au mandat de 7 ans. On propose même d'admettre le vote électronique pour toutes les élections. Peut-être, c'est un débat sur lequel on a laissé cela ouvert, à créer les conditions d'un retour au cumul des mandats, à un mandat de maire pour permettre aux élus parlementaires d'avoir une meilleure connaissance du terrain. Très bien. Alors, donc, dans ce batch, il y avait aussi la question, est-ce qu'il faut donner un rôle politique à l'entreprise en plus de son rôle économique pour que aussi l'entreprise serve le bien commun et la société? Voilà, c'est l'objet social, cette réforme dont on a parlé, qui a été prise. Est-ce que vous pensez que c'est bien et qu'est-ce que vous avez des commentaires pour aller plus loin aussi, peut-être là-dessus? Oui. Je suis à l'origine de ces réformes par le rapport que j'avais fait il y a une dizaine d'années sur l'économie positive pour le président de la République précédent. La loi Pacte en est une traduction. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut donner à l'entreprise les moyens d'être mieux contrôlée dans sa capacité à servir d'autres intérêts que les seuls actionnaires. Et pour ça, il faut, et ça va venir, que les entreprises soient soumises à un contrôle de leurs activités par des critères qui sont en train peu à peu de s'installer.
C'est ce que fait l'EFRAG en particulier, qui, à l'échelle européenne, est en train de mettre en place des critères d'évaluation des entreprises qui vont avoir un impact sur la façon dont les entreprises seront financées. Mais ça, c'est très long à se mettre en place et il faudra aller beaucoup plus vite. Très bien, merci beaucoup. Alors, pour continuer, donc, quelles sont vos idées pour concilier la nécessité de la réindustrialisation et le syndrome NIMBY? Le syndrome NIMBY qui veut dire qu'on accepte des projets, mais s'ils sont loin de chez soi. Ensuite, des commentaires par rapport au fait, à votre remarque sur France Culture. Il y en a qui disent que France Culture, il y avait une rigueur intellectuelle il y a quelques années, c'est moins vrai maintenant. Et d'autres critiques du service public, des médias publics. Et on a entendu cette proposition d'Éric Zemmour de privatiser la plupart des radios et télé publiques. Donc voilà, il y a des commentaires là-dessus. Et enfin, quelle réforme en matière de politique monétaire serait souhaitable au niveau européen? Donc, politique monétaire, les médias publics, qu'est-ce que vous en pensez? Et concilier réindustrialisation et le fait qu'on ne veut pas une usine près de chez soi. Politique monétaire, la France est vraiment devenue un passager clandestin de l'Europe. Nous sommes le seul pays de l'Union européenne, un pays important à avoir un déficit, et nous sommes les grands bénéficiaires, et même les grands bénéficiaires à tort, puisque l'euro nous permet de ne pas payer le prix de notre déficit en dévaluant et avoir des conséquences catastrophiques. Donc l'euro, d'une certaine façon, nous masque nos propres faiblesses, nous donne un sentiment d'abondance et de puissance irréelle. La politique monétaire, aujourd'hui, elle se décide entre les banques centrales qui forment l'amorce qui ne sera peut-être jamais réalisée dans un véritable gouvernement mondial, évidemment n'est pas démocratique dans ce cas-là, mais qui se coordonnent d'abord autour de l'objectif de l'inflation, puis autour d'objectifs plus variés, puisque maintenant on voit les banques centrales parler de l'emploi, ce qui est dans leur mandat pour certaines d'entre elles, et même ce qui n'est pas dans leur mandat de lutter contre le changement climatique en n'admettant pas en dépôt dans les titres qu'ils rachètent des entreprises qui justement feraient partie de l'économie de la mort. Ce qui me paraît une très bonne idée, mais qui mélange l'objectif de la Banque centrale avec un objectif politique et qui justement donne aux banques centrales un rôle de gouvernement mondial, de gouvernement qu'elles ne devraient pas avoir, puisque ça devrait être aux instances politiques, proprement dit, de les exercer. Mais faute de mieux, ce sont les banques centrales qui le font. Je pense que les banques centrales doivent d'abord s'occuper de leur rôle, qui est de vraiment tenir la valeur de la monnaie et rien d'autre, et qu'il appartient au gouvernement de faire mieux. Alors, est-ce que les banques centrales font ce qu'il faut? Oui, aujourd'hui, il n'y a pas de doute, elles ont appris de toutes les leçons précédentes. Il y a aujourd'hui beaucoup de réglementations qui mériteraient d'être mises en œuvre, en particulier pour suivre ce qui se passe avec les entreprises qui sont ce que j'ai appelé, moi, l'hyper-empire. J'ai appelé ça il y a très longtemps, c'est-à-dire le marché qui domine sur les États et qui a sa propre monnaie, ce qu'on voit avec les bitcoins et autres choses. C'est là qu'il y a un vrai risque dans la gouvernance mondiale et où les banques centrales me semblent un peu en retard dans leur façon de réglementer, même si elles tentent d'y réfléchir, en particulier par la BRI, plus que par les banques centrales. Quoi d'autre? J'ai oublié la question suivante, si vous pouvez m'y rappeler. Alors, il y avait des commentaires sur les médias publics, le fait que il y a un candidat notamment qui propose de les privatiser. Et il y a même une remarque dans le chat qui dit que même Emmanuel Macron voulait aussi supprimer les médias publics et que voilà, la qualité de France Culture s'est dégradée par rapport à il y a quelques années. Et puis, troisième question, c'était voilà, le fait que OK pour la réindustrialisation, mais on ne veut pas d'usine près de chez soi. Donc, comment concilier un peu ce paradoxe? Sur les médias, j'ai dit tout à l'heure que tout le monde avait la possibilité d'écouter le média qu'il veut. Donc, moi, je suis un grand défenseur des médias publics. Je les trouve, pour la plupart, très réussis, même s'il y a encore une fois des médias privés excellents. Donc, je pense qu'il faut laisser, c'est plutôt chez les
les auditeurs qu'il faut chercher une réponse plus que dans les médias. Même si dans les médias, il faut faire attention à ce qu'ils ne mentent pas, qu'ils ne racontent pas de bêtises, qu'ils ne laissent pas dire n'importe quoi, évidemment. Sur la question de l'industrie, je ne suis pas convaincu que ce soit véritablement un obstacle. Au contraire, on voit beaucoup de gens qui applaudissent quand on construit une usine près de chez eux parce que ça crée des emplois. Je n'ai pas le sentiment que ce soit véritablement l'obstacle à l'industrialisation de la France. D'accord, très, très bien. Alors, je continue, encore beaucoup de questions. Alors, vous avez parlé de la politique monétaire déjà, mais alors, de manière plus générale, quelle est l'évolution pour la coopération européenne? Et je vous pose une deuxième question. Vous notez que notre société est de plus en plus inégalitaire. Une partie des fortunes récentes est construite sur des valeurs spéculatives et une épargne jamais dépensée. Poussez-vous qu'une généralisation de l'actionnariat salarié, par exemple, proportionnellement au salaire, puisse apporter une solution en partie à ce problème? L'actionnariat salarié, moi je suis pour, je trouve que c'est très important. L'appropriation des entreprises par leurs salariés est vraiment essentielle, en plus qu'on vit aussi là encore dans une fiction et qu'on dit qu'il y a des entreprises françaises très puissantes, alors que beaucoup de ces entreprises ne sont pas du tout françaises, puisque leur actionnariat est pour l'essentiel un actionnariat étranger. Si vous prenez beaucoup d'entreprises du CAC 40 aujourd'hui, ou même au-delà, ne sont plus françaises du tout, même si en apparence elles le sont. J'ai même regardé récemment les soi-disant licornes françaises. Beaucoup d'entre elles ne sont pas du tout françaises. Elles ont un patron français qui vit à Boston et qui est financé sur la Silicon Valley après avoir profité honteusement des subventions de l'État français qui maintenant crache sur la France pour dire que c'est un pays lamentable alors qu'il n'aurait rien été sans ce que la France a financé pour leurs propres études et pour le financement de démarrage de leur entreprise. Donc l'actionnariat des entreprises, le maintien et la proportion, en particulier la surveillance de la non-vente à l'étranger d'entreprises importantes en termes de souveraineté me paraissent, et on le dit dans le livre, extrêmement important. Donc ça, c'est un enjeu essentiel. La question suivante était? Oui, très bien, merci. Alors, avec sa sagacité habituelle, Hubert Lévy-Lambert note des choses dans le livre. Il dit, donc je cite Hubert, « Tu parles, page 128, de maîtriser intelligemment la dépense publique. L'ancien responsable de la rationalisation des choix budgétaires te dit bravo, mais page 31, tu veux augmenter les logements sociaux. Page 87, augmenter le salaire des enseignants. Page 95, créer un revenu d'insertion. Page 115, les minima sociaux. » Donc Hubert se dit, voilà, d'un côté, tu veux réduire les dépenses publiques, ou en tout cas avoir 32 milliards de dépenses, 44 milliards de recettes. Ok, donc le choix, la balance pose du bon côté. Ok, d'accord. Donc les dépenses supplémentaires. Il y a peu long de la tête, mais je trouve que c'est vrai. D'accord. Ok, très bien. Bon, on est déjà allé au bout de toutes les questions parce que tu réponds de manière très rapide et efficace. Alors, peut-être, voilà, on a déjà beaucoup appris. Alors, peut-être une dernière question et après je te laisserai conclure voilà, sur les sujets que tu souhaites. Donc, voilà, deux questions plus une conclusion comme tu le souhaites. 42 milliards de recettes, d'où viennent-elles? Comment réussir la réforme des retraites et la coopération européenne de défense? La coopération européenne de défense, voilà, est-ce que c'est un sujet à creuser? Donc, les recettes, où on les trouve, les recettes des retraites et coopération européenne de défense. Les recettes, je vous ferai passer pour l'ensemble de vos membres le détail du calcul que nous avons fait. Il est évident qu'une part importante des recettes viennent de la rationalisation des aides sociales, qui est proposée ici en regroupant les minima sociaux, et qu'une part aussi significative, sinon la plus importante, viendra de la réforme de la retraite, qui est vraiment clé pour l'équilibre des finances publiques des 30 ans qui viennent, et qui devra être vraiment le premier grand débat qui suivra les élections. Mais vous constaterez que personne n'en parle, parce que tout le monde
se protéger, enfin, sauf ceux qui disent qu'il faut revenir à la retraite à 60 ans, ce qui est évidemment une pure démagogie. Donc, oui, pour ma part, je pense qu'il faut dire que si on gagne 3 années, si on gagne 3 mois d'espérance de vie, il faut en consacrer 2 à la retraite, même si je déteste ce mot de retraite, comme beaucoup d'entre vous le vivent autrement que comme une retraite, et 1 mois à l'augmentation de la durée du travail, ce qui nous permet d'avoir beaucoup de marge de manœuvre, de croissance des recettes dans les années qui viennent. Vous m'avez, quelles sont les autres questions, si vous pouvez les reprendre? Alors, coopération européenne de défense. Oui. Voilà. Et alors, j'en profite pour poser celles qui se sont rajoutées. Donc, quid de la coopération européenne de défense? Pourquoi l'inflation échappe au contrôle des banques centrales? Et quel est votre diagnostic, quelles sont vos propositions en matière de sécurité? Alors, sur l'inflation, j'avais pronostiqué il y a plusieurs mois un retour massif et brutal de l'inflation. Et je crains d'avoir raison. Pourquoi j'avais pronostiqué ça? Parce que je voyais venir la hausse des matières premières et la hausse des salaires liés au fait que les gens ne supportent plus d'avoir des métiers qui n'ont pas de sens et sont prêts à partir, plus le retour de la croissance qui était un facteur d'inflation massif. Donc, l'inflation, elle est là, elle est contenue, elle n'est pas toujours visible parce qu'il y a des facteurs d'inflation qui ne sont pas dans les indices. Par exemple, on compte le loyer dans l'indice, mais on ne compte pas le prix de l'achat de l'immobilier dans l'indice des prix. Or, le prix à l'achat de l'immobilier a beaucoup augmenté, tandis que le prix il n'est pas compté dans l'indice des prix. Donc, l'inflation est là, elle est profonde, elle est à 5, 6, 7% déjà, et on fait tout ce qu'on peut pour se masquer cette réalité. En sachant que l'inflation est une pénalisation des plus fragiles au bout de la route, et que ce sont eux qui vont payer le prix. Donc, les banques centrales n'ont pas beaucoup d'autres moyens que ceux dont elles disposent. Et le véritable ennemi de l'inflation, ça reste la concurrence internationale et le progrès technique, qui sont des facteurs extraordinaires de déflation. Tant qu'on a du progrès technique et que l'économie mondiale reste ouverte, il y a un impact fort de lutte contre l'inflation. Si le progrès technique se ralentit ou a moins d'impact sur la productivité, et surtout si les frontières se ferment, comme c'est souvent le cas en ce moment, alors les facteurs déflationnistes vont être moins nombreux. Sur la défense, ça crève les yeux. La crise ukrainienne le montre. On a besoin d'une armée européenne et les Américains, malgré toute leur rotomontade et leurs apparences, ne sont pas là. Si on est attaqué par la Biélorussie ou par les pays baltes, pour prendre des exemples un peu surréalistes, on n'aura pas d'armée américaine sur notre sol, contrairement à ce que les uns et les autres peuvent encore laisser croire. Les Américains ne sont plus là. Maintenant, est-ce que les Allemands, les Polonais, les Italiens, les Anglais surtout, sont prêts à admettre qu'il va nous falloir nous mettre ensemble pour créer une défense européenne? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est en effet la clé. Si on n'y arrive pas, on sera de plus en plus divisé, de plus en plus séparé. Voilà. En matière de sécurité, on m'a demandé aussi nos propositions. Il y en a beaucoup dans le rapport, d'innombrables en matière d'augmentation du nombre de personnel, en particulier en matière de justice. Il y a vraiment des lacunes considérables dans le nombre de juges. On a des juges infiniment moins nombreux que dans la plupart des grands pays, même, mais on propose ce qu'on propose est très faible au regard de ce qu'il faudrait faire. Et on pense que c'est l'essentiel. En matière d'immigration, on ne pense pas du tout qu'il y a un excès d'immigration particulière, même s'il faut être très sévère sur l'immigration clandestine.
mais on pense qu'il y a une mesure qui a été adoptée par l'Allemagne, en particulier par certains Länder allemands, qui ne sera pas du tout populaire, mais qui nous paraît de bon sens et nécessaire, qui est de dire que les étrangers qui ne sont pas encore en situation régulière, en attendant de l'être ou d'être expulsés, devraient avoir le droit de travailler. Parce que d'ailleurs, ça leur amènerait à avoir une contribution au financement de la collectivité et de ne pas se trouver en situation d'une oisiveté qui les amène parfois à des activités illégales et criminelles. Et donc, nous avons tous tout intérêt à ce que les étrangers soient tous un droit de travailler. Alors, certains diront oui, mais ça veut dire qu'on leur accorde automatiquement un droit de séjour automatique. Non, ça veut dire que quand ils sont là, ils doivent pouvoir avoir autre chose que d'aller dans les rues et d'avoir des activités illégales. Et c'est ce que fait certaines Länder allemands avec beaucoup d'efficacité. Voilà. Merci beaucoup. Alors, si vous avez encore le temps, il y a encore quelques questions. Alors, le taux de chômage baisse, mais reste supérieur à celui de plusieurs pays européens, Allemagne, Pays-Bas. Comment réduire ce différentiel? Et d'Alexandre Moati, la dernière fois que je vous ai entendu chez Hubert Lévy-Lambert, vous étiez très pessimiste sur les risques de guerre impliquant nos États européens. L'êtes-vous toujours? L'histoire est tragique. L'histoire est tragique, donc les risques de guerre sont toujours là. Il faut s'y préparer. Oui, une guerre à l'est de l'Europe est possible, une guerre au sud de l'Europe est possible. Oui, nous pouvons être impliqués dans la guerre, mais sachez qu'aujourd'hui, comme vous savez, nous sommes dans la guerre. Nous sommes dans la guerre en Afrique, nous sommes dans la guerre dans certaines régions du Moyen-Orient, plus ou moins, comme sont des professionnels, on ne le voit pas trop, mais nous sommes en guerre. Et nos armées ne sont pas toujours aussi efficaces qu'elles auraient. Elles n'ont pas toujours tous les moyens qu'elles devraient avoir, en particulier en matière de drones ou de cybersécurité. D'ailleurs, une des choses qu'on propose, c'est de créer une quatrième armée, une armée cyber qui soit complètement autonome, qui ait un vrai commandement, une vraie puissance, une vraie organisation pour se battre sur ce terrain qui va être absolument vital dans les années à venir. Et sur le chômage, qu'est-ce que vous en pensez sur la façon de réduire le chômage? Pour moi, la réponse au chômage, elle est dans la formation permanente. Il faut à tout prix qu'on masse beaucoup plus de moyens sur ce qui a commencé depuis quelque temps et qui a trouvé son origine aussi largement dans un rapport précédent que j'avais fait avec beaucoup d'autres, qui est la formation permanente des adultes et faire qu'aucun chômeur ne soit en situation de recevoir une indemnité sans avoir une formation. L'information doit être permanente, doit être la clé. J'ai toujours pensé et dit que toute formation mérite rémunération parce que toute formation est socialement utile et pas seulement à celui qui la reçoit. Donc voilà, ça me paraît la clé. Évidemment, il y a aussi la création d'une activité industrielle qui est la clé de tout. La France qui ne remonterait pas à 20% serait incapable de résister. Incapable de résister. Je vois qu'Hubert me pose une question sur le grand remplacement. Oui. Est-ce que je la lis? Donc, tu écris, page 180, qu'il n'y a pas de grand remplacement, mais tu reconnais, page 173, qu'un tiers des naissances provient de non-européens. Que penses-tu d'Éric Zemmour? Je suis consterné de ce personnage qui est tristement ce qu'il est. J'ai fait un débat contre lui à la télévision. Je l'ai trouvé menteur, obsédé, vivant sur les peurs, répliquant sur la France d'aujourd'hui l'Algérie dont ses parents sont partis, sans se rendre compte que l'Algérie ne pouvait pas être française par définition puisqu'elle ne l'était pas dans sa nature, et que, évidemment, la France n'est pas l'Algérie, qu'on n'est pas confronté au même problème d'aucune façon. Mais tant que la France est une dimension humaine aujourd'hui, c'est un fait, comme la France a intégré une dimension italienne, une dimension
d'Europe de l'Est, une dimension de toute nature. C'est la France, elle est faite ainsi. L'important, c'est l'intégration, c'est-à-dire la laïcité, et on insiste beaucoup dans le rapport sur la laïcité. La laïcité est la clé. Les fondements de la société française, c'est liberté, égalité, fraternité, laïcité. Donc tout ce qui sera fait pour renforcer la laïcité, il y a de nombreuses pages dans le rapport sur ce qu'il faut faire pour renforcer la laïcité, c'est essentiel. Maintenant, si la question de savoir si les gens viennent d'origine non européenne, je m'excuse de dire à Hubert que c'est aussi mon cas. Bon, alors, encore des questions. Est-ce que vous voyez un déclic pour que les propositions que vous préconisez, donc l'équipe qui a préparé, enfin, les gens que vous avez interrogés, vous et avec ceux avec qui vous avez préparé ce livre, puissent être mises en œuvre? Un déclic, quel est le déclic? Et puis aussi, il y avait une question sur le risque de crise financière. Est-ce que vous avez des solutions au risque de crise financière? Et troisième question, que pensez-vous des conventions citoyennes? Tout ce qui conduit les citoyens à permettre de faire mieux, plus, méditer ensemble, travailler ensemble, c'est très bien. Donc, la Convention citoyenne, c'est très bien. J'étais extrêmement réservé sur la dernière, la Convention citoyenne écologique, parce qu'il y a un point aussi très important dans une Convention citoyenne, c'est qui est derrière, qui sont les experts que les citoyens ont le droit ou sont amenés à entendre et qui façonnent leur opinion. Or, dans la dernière Convention citoyenne, des gens de très bonne volonté n'ont pas été confrontés à toutes les opinions, ils ont été confrontés à certaines opinions qui ont été proposées par les organisateurs de la dite Convention citoyenne. Donc, on a aussi une question difficile à régler, qui est de savoir qui informe. Donc, c'est un problème de poupée russe assez complexe. Il faut vraiment que l'information soit la plus libre possible. Et alors, sur les crises financières, quelles solutions? Et puis, comment faire en sorte que les mesures de faire réussir la France soient mises en œuvre? Sur les crises financières, on recommence à chaque fois. Et là, on est en train de recommencer des bulles. Il y a des doubles bulles qui vont exploser. Il y a des bulles financières, il y a des bulles immobilières, il y a des bulles technologiques. Elles exploseront parce que l'humanité est ainsi faite. Il y a toujours des bulles, elles explosent toujours. Sauf à mettre en place une réglementation mondiale très ferme qui empêcherait la titrisation des bulles, des outils financiers les plus spéculatifs, ce qu'on n'a pas fait malgré le fait que c'était un des moyens de déclenchement de la crise précédente. Donc il y aura d'autres crises financières et il y aura des créanciers qui perdront ce qu'ils ont mis. Comment faire en sorte que tout ça rentre en vigueur? Je ne sais pas. Vous savez, je le fais. Je reprends souvent la formule de Karl Marx, qui, interrogé par les socialistes allemands, qui lui avaient demandé de donner son avis sur le premier programme qu'il mettait en œuvre, avait répondu en détail pour dire que leur programme était ni fait ni à faire. Et il avait conclu son texte, qui est paru sous le nom de Critique du programme de Gotha, par une petite formule manuscrite en latin, Dixi et salvavi animam meam. Ce qui veut dire, je dis ça, mais j'y crois pas, je dis ça seulement pour sauver mon âme. C'est un petit peu le sentiment que j'ai en faisant ça. Et malgré tout, je pense que s'il y avait une prise de conscience de l'importance de l'enfance et de l'économie de la vie, nous n'aurions pas perdu notre temps. Merci beaucoup. Alors, encore des questions sur l'évasion fiscale. Est-ce que c'est un vrai... La dernière question, s'il vous plaît. OK, dernière question, et après je vous laisse conclure. Donc, l'évasion fiscale est-elle un vrai problème et comment y contrevenir? Et je vous laisse conclure. Oui, l'évasion fiscale est un vrai problème. Il y a deux choses dans l'évasion fiscale. Il y a l'évasion fiscale légale et il y a l'évasion fiscale illégale. L'évasion fiscale légale, elle se combat en changeant la loi. L'évasion fiscale illégale, elle se combat par la police et par les magistrats. Donc, les deux doivent être mis en place. C'est important, mais il faut aussi savoir qu'on vit dans un monde ouvert et qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un qui a fait fortune de partir à s'installer. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi des gens riches
vont vivre dans des endroits lugubres. Quand on est riche, c'est pour pouvoir vivre dans des endroits où on a envie de vivre, pas pour aller s'enfermer à Bruxelles pour le plaisir de ne pas payer d'impôts. Ça me paraît une phase complètement fou. Normalement, quand on est riche, c'est pour vivre où on veut, pas où les impôts vous forcent, où l'absence d'impôts vous force à vivre. Enfin, il y a des gens qui sont comme ça et qui font partie de l'évasion fiscale légale. On peut pas l'empêcher. La seule façon d'empêcher serait d'arriver progressivement à une harmonisation fiscale mondiale à laquelle l'OCDE travaille avec beaucoup de sérieux et d'efficacité dans les limites de ce qui est possible de faire. Conclure, que vous dire? Pour moi, les questions clés de cette campagne présidentielle, c'est l'industrie, c'est l'enfance et c'est les priorités de l'économie de la vie. C'est pas la laïcité, qui, à mon avis, est magnifique en France. C'est pas l'immigration qui nous détruirait. C'est donc aucun des thèmes qui aujourd'hui sont devant. Pourquoi sont-ils devant? Parce que c'est plus facile de parler de thèmes simplistes que de ce qui nécessite un vrai effort pour être mis en œuvre, un effort de tous. Merci beaucoup, Jacques Attali, pour ce propos très, très intéressant qui a ravi les membres d'X-Urso. Et donc, on vous remercie. Merci à tous les participants. Donc, mardi prochain, on reçoit Alexandre Pham, qui est président de Mister Temp, qui est une grosse société d'intérim, qui nous parlera notamment du fait qu'on a un taux de chômage important. Pourtant, il y a de la pénurie de main-d'œuvre dans beaucoup de secteurs. On va essayer de discuter de cette question. Merci, Jacques Attali, et bonsoir à tous. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je vous laisse vous déconnecter.